c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour sur cette nouvelle émission de RLP Business en direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers dans la banlieue de Périgueux. RLP Business, l'émission du marketing, du management, de l'économie, du business en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui avec Maxime Gérard, Maxime des cuisines Vénidum, un concept de cuisine qu'il a franchisé aux manières nationales. Maxime, bonjour, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va super, merci. Écoute, c'est gentil d'être revenu. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. On va parler effectivement organisationnel, on va parler marketing. Ne bougez pas, c'est juste après la chronique de la semaine. Les actualités. Actualité, le marché du carbone, mis en valeur par les rois de l'arnaque et la série d'argent et de sang avec l'inénarrable Mouli, revient à notre bon souvenir via un petit scandale en Allemagne. La Chine, qui a ouvert son propre marché du carbone, permet aux entreprises de justifier de leur bilan carbone en payant des sociétés chinoises qui promettent de planter des arbres, de décarboner, tout ça. Donc comme il faut justifier en tant qu'industriel une décarbonation, on va dire ça comme ça, eh bien la bonne solution, c'est de payer des Chinois, les entreprises chinoises qui justifient d'une tant de valeur. Et donc, vous pouvez travailler et justifié auprès du gouvernement allemand que vous correspondez, que vous êtes dans les clous, en fait. Seulement, petit problème, en regardant par satellite et autres, les boîtes là-bas, en Chine, qui facturent pour décarboner, elles facturent, mais elles ne décarbonent pas. Voilà. Et puis, pendant ce temps, en Chine, là, ils viennent de faire des mesures de relance économique pour l'amélioration des politiques fiscales et monétaires, le soutien aux ménages à revenus faibles et moyens, la relance du marché immobilier en difficulté, etc. Et ça a soulevé l'enthousiasme des marchés européens, avec d'ailleurs notamment la hausse des actions du conglomérat de luxe LVMH, qui a pris des dizaines de pourcents en une journée, soit 15 milliards d'euros en une seule journée pour Bernard Arnault. On commence à voir un petit pattern en fait. L'Europe paye, la Chine encaisse et les milliardaires s'enrichissent. Alors chez nous en France, l'INSEE nous explique qu'entre 2023 et 2024, 130 000 emplois ont été créés en France, dont 71 000 dans le secteur public. Ça veut dire en fait 55%. Ça veut dire qu'actuellement, c'est l'État chez nous qui pourvoit les emplois dans l'économie. Ça veut dire que nous avons une économie d'État, une économie socialisante, on va dire. Ce n'est plus le secteur privé. Et le secteur privé, d'ailleurs, c'est là qu'arrive le nouveau gouvernement. Parce que souvenez-vous, ce sont les LR et les macronistes qui ont gagné les législatives, n'est-ce pas ? Tout le monde le sait. Donc visiblement, la place n'est pas super confortable pour tout le monde. Pour rappel, il est parti avec un trou de 18 milliards d'euros. Bruno Le Maire laisse la France dilatée comme jamais. Ceci, cela, etc. Donc il faut bien payer. Donc Michel Barnier, le petit nouveau vainqueur des élections et donc chef du gouvernement, d'une logique imparable, après avoir promis seulement 20 milliards d'augmentation d'impôts et taxes, le premier cadrage budgétaire publié, c'est-à-dire que 20 milliards d'euros, c'est les paroles. Le premier écrit, en fait, c'est le double, non, c'est 60 en fait, dont 60 milliards d'euros, dont 60% en taxes et impôts, donc non plus 20, mais en fait 40 milliards d'augmentation de taxes et impôts, donc accentuation de l'effort pour les entreprises, donc ils nous racontent que c'est pour les 100 plus grosses, mais on le sent tous venir de très loin, il y a un petit vent qui se lève, comme dirait l'autre, une petite brise là, sauf que actuellement les PME, les TPE, c'est pas top, c'est pas génial, on en parle souvent. Il faut savoir qu'actuellement, il y a seulement 1% des PME qui ont fait défaut en 2024 qui ont moins de 3 ans. Ça veut dire, contrairement à ce qui se passe d'habitude, ce ne sont pas les boîtes qui se sont créées comme ça parce qu'ils n'ont pas de boulot, les indépendants, etc. Non, là, on est vraiment en train de fermer des sociétés qui ont une ancienneté, une durée de vie et qui étaient là depuis longtemps. Ils ont plus de 3-4 ans, les entreprises qui ferment actuellement. On l'entend régulièrement dans les journaux parce que je rappelle que TPE, PME, c'est jusqu'à 100-150 personnes et ça peut parfois être des noms très médiatisés. Le tribunal de commerce de Bordeaux nous parle également d'une hausse des liquidations judiciaires de 35% par rapport à l'année dernière. En cause, les retards de paiement URSSAF et d'autres cotisations repoussées durant le Covid. Donc on a repoussé, mais il faut payer. Et puis les prêts PGE, parce que contrairement aux Allemands et ailleurs, non, c'était pas des subventions qu'on a reçues, c'est des prêts. Il faut rembourser les prêts. Mais bon, la solution se profile. Le secteur des couteaux de poche, et notamment Victorinox, s'adapte et invente le couteau suisse sans couteau. C'est-à-dire qu'en fait, on socialise l'activité, c'est l'État qui pourvoit les emplois, et par contre, on envoie des règles partout pour interdire ci ou interdire ça. On attend le décret de
loi qui, comme pour les pailles, imposera l'usage du carton pour les couteaux. Donc décidément, l'économie à la française, ce n'est plus du Mozart, mais du death metal. Maxime Girard, vous êtes entrepreneur depuis 13 ans, vous avez fait les cuisines Venidum. Qu'est-ce que vous pensez de la situation économique actuellement? Est-ce que c'est vrai qu'on ne demande pas assez aux entrepreneurs dans ce pays? Est-ce que c'est vrai que vraiment, les gens comme vous doivent contribuer beaucoup plus à l'effort national? C'est certain, oui. Surtout en France. Dites-moi. Après, j'ai une phrase que j'aime bien citer, c'est Oui. quand l'économie va mal, les gros maigrissent et les maigres meurent. Et c'est ça qui est triste. C'est pas... C'est pas chouette à entendre, c'est pas chouette à dire, mais ouais, les gros maigrissent et les maigres meurent. C'est-à-dire qu'en fait, les gros chantiers sont lancés par le gouvernement, par les grosses sociétés, et l'argent ruisselle jusqu'aux petits, c'est ça que vous voulez dire en Non, fait? c'est-à-dire que ceux qui est maigre et qui étaient déjà faibles, moi j'ai une phrase que j'aime bien qui s'appelle le darwinisme économique. Oui. C'est-à-dire, forcément, il y a une évolution, ceux qui réussissent, qui s'adaptent, survivent. Ceux qui ne s'adaptent pas restent, non, je vais toujours faire comme je fais d'habitude, ils vont décéder. Et les gros qui ont la trésorerie, qui ont su gérer leur activité, ils maigrissent, ils vont un peu moins bien, et les maigres, ils meurent. Oui, d'accord. Et là... Ce qui n'est pas chouette, je dis pas que c'est super, je dis que c'est ce qu'il faut faire, mais avec ce qu'on nous impose, on est déjà tellement taxé de partout. Même créer des emplois aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'il faut des papiers, il faut un DUERP, enfin des choses, mais c'est très compliqué, même un salarié. J'ai un ami à moi, artisan plombier, qui a pris un alternant, il a dû faire un nombre de papiers incalculable en France juste pour avoir un collaborateur. Ah mais moi c'était il y a 20 ans, j'en avais 4, ça représentait entre une demi-journée et une journée par semaine l'administratif. C'est ça. D'accord. On en parle tout de suite après ce magnifique Debussy en hommage. C'est l'invité de la semaine, c'est Maxime Girard des cuisines Venidum. L'invité de la semaine. Maxime Girard des cuisines Venidum. Alors, qu'est-ce que les cuisines Venidum? J'allais poser la question, qu'est-ce que c'est Venidum? C'est oui. venir à domicile. Ah, joli. Eh oui. C'est une marque déposée que j'ai créée en 2011. INPI, tout ça? Tout à fait. Et D'accord. tout ça. À titre perso, c'est mon enfant. Je dis souvent, je n'ai pas d'enfant, mais c'est mon enfant. D'accord. Venidum, ça m'appartient. C'est mon nom, c'est mon idée, qui a été développée donc depuis 13 ans. L'idée, c'était d'aller au domicile des clients. Tiens, d'ailleurs, j'en profite parce que un commerce, un business, une activité qu'on crée comme ça, c'est un petit bébé quelque part. Ah, mais c'est complètement ça. Voilà. Ah oui, je le dis toujours. J'ai pas d'enfant, mais j'en ai 4. Il s'appelle Cuisine Venidum. C'est bizarre comme nom, mais c'est le nom de mon petit. Bien sûr. Venidum France, la franchise, une SCI et ma holding pour gérer tout ça. Voilà. Non, mais ça prend tellement d'énergie, de temps, de passion que c'est comme un enfant, quoi. J'entends. Ok, il y a 13 ans? Ouais, bientôt 14, ouais. Bientôt 14. En 2011. D'accord. Et donc, vous m'avez expliqué rapidement un petit peu hors antenne, une formation initiale en scientifique, une culture de droit, on va dire. Ouais. Et après, vous rentrez dans une société qui fait de la cuisine. Oui, je reprends une société à 21 ans. Vous la reprenez? Ouais. Vous mettez l'argent sur la table et vous la reprenez? Je deviens le gérant, ouais, tout à fait. D'accord. Comment ça se fait? On peut racheter une société existante? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle aussi la croissance externe. On est entrepreneur, on se dit, tiens, mon concurrent, il m'emmerde, pardon pour l'expression, je vais le racheter. C'est ce qu'on appelle de la croissance externe. On peut racheter des sociétés en difficulté, c'est ce que faisait Bernard Tapie, où il rachetait des boîtes qui étaient en difficulté. Moi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, je rachète cette entreprise. Et shit happens. 3 ans plus tard, dépôt de bilan. Ça arrive. Mais il faut apprendre. Ah oui, non, mais... Il faut apprendre. On a tous une boîte à perte qui est plus ou moins grande, mais ça fait partie bien sûr. Mais bon, on n'est pas aux États-Unis. Moi, en France, par exemple, j'ai fermé une société, j'ai dû attendre plusieurs années avant d'en créer une. Le rythme est beaucoup plus lent, les métriques sont plus petits, Ouais. on a moins de chances de se planter qu'aux USA, ça c'est clair. Mais surtout que les banquiers et l'État n'aiment pas ça. Dire non, mais tu sais pas faire, tu t'es planté, ça veut dire que tu sais pas faire. Aux États-Unis, c'est super, tu t'es planté combien de fois? 2 fois, 3 fois, la 4e, c'est la bonne. C'est l'idée. Non, mais ok. Et donc, ça marche pas, et donc vous lancez Venidum, et cette fois-ci, vous apprenez de vos erreurs, et Venidum, par contre, fonctionne. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit je gagne, soit j'apprends. Bien sûr. J'ai pas gagné, mais j'ai appris. Bien sûr. Et je suis parti d'un postulat de base, je me suis dit, je ne veux plus de magasins, plus de salariés, et plus d'associés, parce que j'avais aussi des associés à l'époque. Donc je crée un concept où je n'ai plus de point de vente physique, mais je veux absolument montrer la qualité des produits. Et je me dis, tiens, il faut que je crée quelque chose qui n'existait pas, un camion-magasin. Et le camion-magasin, je peux gérer l'entreprise tout seul. Je n'ai pas besoin de vendeur, puisque je conçois, je vends et je sous-traite l'installation avec des artisans partenaires. Et on peut créer son propre emploi.
C'est-à-dire devenir son propre patron sans avoir un magasin traditionnel, 500 à 700 000 euros d'investissement pour une grande marque nationale. On peut avoir un camion-magasin et s'autogérer. D'ailleurs, juste comme ça, puisqu'on est parti à parler chiffres un petit peu, la première société que vous rachetez, grosso modo, vous mettez combien sur la table? 1 euro symbolique. Ah d'accord, donc elle ne se portait pas bien. Non, faut tenter. Moi, je me dis, tiens, 1 euro, ça va. D'accord. Comment on fait pour trouver une société qui coûte 1 euro Chambre de commerce. Chambre de commerce. Ouais. Et puis après, la société était en quel statut? En EURL. Donc vous étiez en responsabilité limitée. SARL. SARL, d'accord. Donc vous mettez 1 euro sur la table et vous ne prenez pas de danger personnel. Ah si, puisque l'un dans l'autre, les prêts qu'on contracte, il y a toujours nos amis banquiers. Oui, demande caution personnelle pour les emprunts. Donc vous avez mis 1 euro pour la société, mais vous avez fait des emprunts pour caution personnelle quand même. Donc vous êtes engagé personnellement. C'est pas Walt Disney, quoi. Il y a quand même une prise de risque, quoi. Ah bah forcément, tout entrepreneur, il y a des risques derrière. Ouais. Et il y a donc cette société qui effectivement n'a pas perduré à l'époque. Je suis désolé, je suis pas très linéaire, mais bon, c'est intéressant quand même parce que faut que les gens comprennent. En fait, elle était valorisée à combien? Il y avait un magasin, il y avait du personnel. Il y avait 7 personnes, donc il y avait 4 téléprospectrices. D'accord. Bonjour, est-ce que vous cherchez une cuisine? Oui, ok, d'accord. Marketing, tout ça. Marketing, 7 personnes en tout. On avait des loyers. Des locaux, du matériel. Des locaux, surtout même, on en parle souvent aujourd'hui du chauffage, du coût de chauffage. 1 000 euros de chauffage par mois, puisqu'on avait un très beau showroom qui était assez grand et donc ça coûtait assez cher de le chauffer. On faisait, je crois, puisque c'était il y a plus de 20 ans, on faisait 600, 700 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires par an. Et c'était pas suffisant pour payer toutes les charges de structure et les charges de personnel. D'accord. Donc en fait, donc après, vous avez arrêté le système et vous avez recréé en repassant là-dessus, en enlevant en fait tous les contraintes et les frais fixes. Exactement. Et malheureusement, comme j'entends beaucoup, on ne prend plus de salariés. Aujourd'hui, on prend des partenaires. On travaille en management modulaire par groupe de 2 ou 3 qui sont ensemble. Donc on fait des petites équipes de 2 ou 3. Et ce sont des indépendants ou des partenaires. Voilà. On ne prend plus d'associés parce que se marier, c'est tellement difficile de divorcer et autres, comme dans la vraie vie. Donc voilà, ça c'est aussi à la française, c'est l'indépendance. Et puis on limite les frais et ce genre de choses. Et puis effectivement, et les frais, les loyers, ce genre de trucs et autres. Et donc vous, loyer itinérant, donc... pas de loyer. Pas de loyer. Camion. Pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. Si, il y a une CFE minimale, la cotisation foncière des entreprises, puisqu'on a forcément des locaux en bureau, donc on va avoir un minimum de CFE, mais on a beaucoup moins qu'une entreprise qui a des bureaux, un showroom, etc., etc. Tout est réduit au minimum. Tout est réduit au minimum, ok. Et donc, vous aviez un turnover, ça c'est une expression anglaise, mais vous aviez des frais, grosso modo, dans la première société qui étaient de combien, grosso modo, mensuellement ou annuellement? Les frais fixes? Alors, ça dépend poste par poste. En globalité, pour le business, pour le commerce. C'était plus de 600 000 euros. D'accord. Et dans la nouvelle? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible. On a un peu moins de 50 KE annuels de charges fixes. Bon, donc effectivement, là, il y a plus de place pour commercer, vu que la passoire est moins trouée, en fait. C'est ça. D'accord. Et donc, l'idée, parce que la cuisine, on va le redire, c'est quand même un grand marché en France. Il est impossible de faire une foire, un salon, sans voir des gens qui vendent de la cuisine. Il y a des grosses enseignes nationales, il y a beaucoup d'artisans locaux. On a expliqué ici souvent que dans le bâtiment et tout, on se spécialise. Il y a les vendeurs de portes et fenêtres, il y a les vendeurs de tel et tel, les prestataires de tel et tel, donc électricité, plomberie, de chambres, de parquet, et donc la cuisine, la salle de bain. Donc on segmente effectivement le secteur de la construction par secteur, et la cuisine en France, c'est vraiment un budget... ça existe, quoi. C'est présent et c'est prégnant. Donc aujourd'hui, le concept, c'est un camping-car, un camion. Je crois qu'on vous a vu à la Foire Expo de Périgueux. Oui, on y est présent depuis 3 ans. Vous étiez à côté de celui qui brûlait des choses là, avec les chaudrons. Exactement, là, tout à fait. Toute la journée, on sentait les saucisses. Tous les jours, on va manger là-bas. Bon. Non, on n'a pas un camping-car, parce que souvent à la Foire Expo, on dit « Ah, vous faites des camping-cars ?» Non. On a une exposition de camions, de cuisine dans un camion. Oui. L'idée, c'est d'amener un showroom au domicile des clients. Ben oui, c'est pratique en plus. Où on voit vraiment 3 modèles de cuisine, où ils peuvent ouvrir les façades, ils peuvent regarder les casseroles, les meubles d'angle, les systèmes d'ouverture, 3 matières de plan de travail différentes, et surtout plus de 120 portes échantillons. D'accord. C'est-à-dire qu'on amène la façade de la future cuisine directement dans le domicile pour la comparer au sol, à la tapisserie, à ce que vous voulez, à la luminosité, et ça permet vraiment de voir à l'acheteur le rendu chez lui. Pas un simple plan en 3D et se dire ok, j'espère que ça va bien passer avec ma tapisserie, quoi.
D'accord. Ouais, ok. Donc, le concept, c'est celui-là, en fait. C'est une camionnette aménagée qu'on amène chez les gens. Ouais. Et vous avez franchisé le concept. En 2016. Vous avez posé une marque, etc. Et vous avez fait des petits. Exactement. Alors, aujourd'hui? On est aujourd'hui 21 franchisés. On fait 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires de vente de cuisine en France. D'accord. On devrait, je touche du bois, accueillir 3 nouveaux franchisés. Un qui va s'installer à Niort, donc pas très loin, un à Blois et un en dessous de Caen. Donc on va dépasser, on va être à 24 normalement à la fin de l'année. D'accord. Donc, premier business model, vous, votre secteur. C'est le principe d'une franchise. C'est-à-dire qu'on réplique... Zone géographique? Non, c'est-à-dire qu'on réplique un concept qui fonctionne dans une zone donnée. Oui, ça c'est le second business model en fait. Mais le premier, le vôtre, c'est de vendre les cuisines au niveau local, je suppose. Vous avez une zone géographique, c'est Périgueux, c'est la Dordogne, c'est... Alors c'est Périgueux et Nord département, mais bon, c'est beaucoup Périgueux. D'accord. On a un franchisé à Bergerac et à un Sarlat. D'accord, ok. Donc effectivement, la zone géographique est relativement... Oui, comme quoi il y a de la place pour beaucoup de monde. Ah, mais même si le marché est en petite baisse, ça reste toujours un très gros marché, la cuisine équipée. Il y a une baisse, il y a une étude de l'IPEA qui nous a indiqué entre moins 9 et moins 11% du chiffre d'affaires. Mais c'est pareil, il faut voir par rapport à quand, par rapport à l'année dernière, qui était une année folle post-Covid. Évidemment, on revient à des chiffres un peu plus normaux de 2019, mais le marché est toujours porteur. On a un taux d'équipement moyen des Français qui est de 61%. Comparativement, l'Allemagne et l'Italie sont à 89 et 90% de taux d'équipement. En gros, il reste plus que 10% de la population équipée. En France, il reste plus de 39%, donc précisément, de population équipée. Donc il y a du travail à faire et c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis je suppose qu'en plus, il y a des nouvelles constructions et puis que quand on met une cuisine, elle a une durée de vie. Un peu moins quand même. Il y a une baisse de 75% sur la région de la construction de la maison individuelle. C'est un peu plus light, mais les particuliers ont toujours envie de s'équiper, de se faire plaisir. Le téléphone ne s'arrête pas du tout de sonner. Les innovations technologiques, si on a fait une cuisine, si nos parents ont fait une cuisine il y a 30 ans, 40 ans, peut-être qu'un jour on refera une partie de celle-ci. Oui, d'autant que la durée de vie moyenne, et c'est plus pour des raisons esthétiques, on a envie de changer sa cuisine tous les 21, 22 ans. C'est le taux moyen de renouvellement. D'accord. Pour trouver vos clients, sont les appels entrants, c'est de la prospection commerciale, comment vous faites ? Étant donné que ça fait bientôt 14 ans que j'existe, mes clients m'amènent d'autres clients. Oui, ça veut dire que vous travaillez bien, ça, le bouche à oreille. Oui, regardez. Vous travaillez vos clients pour les garder, d'accord. Bien sûr, on fait tout, c'est important. Puis encore une fois, on fait cuisine, salle de bain, rangement, porte de placard, des dressings, tout ce qui concerne l'aménagement intérieur. Au-delà de ça, les foires, les salons, les marchés communaux. Il y a 13 ans, moi, j'allais beaucoup sur les marchés communaux, j'aime bien l'ambiance. C'est pareil, c'est un coût d'acquisition prospect. On est là, on parle business, donc ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'est un coût d'acquisition prospect. Ça coûte pas très cher de trouver des prospects sur un marché communal. Faut y aller régulièrement. Faut être un lève-tôt, mais quand on est entrepreneur, faut aimer aussi se lever tôt. Les marchés communaux fonctionnent bien. Les galeries marchandes, les parkings de supermarchés. L'entrepreneur, c'est un tchatcheur aussi, quelque part, hein. Pas forcément un tchatcheur. Non, mais je veux dire, il faut aller parler. Je veux dire, pardon, je m'excuse, c'est que dans le milieu de l'informatique, on trouve parfois des gens qui ne sont pas communicants derrière leur écran. Oui. Mais quand on va commencer à aller faire les marchés et rentrer dans les maisons des gens, il faut savoir faire du contact, serrer des mains. Ah oui, il faut être commerçant. Il faut accepter le côté social, il faut avoir cette personnalité en soi aussi. Complètement. Ça, là, je vous rejoins clairement, oui. Mais ce côté tchatcheur, un vendeur doit savoir parler. Non, il doit savoir écouter. Non, tchatcheur dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais, absolument. Okay. De toute façon, autrement, on ne tient pas durant 13 ans si on raconte n'importe quoi. Hein. C'est pas possible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bien sûr, ça se sait généralement, tout à fait. Ok, actuellement, au jour d'aujourd'hui, en local, vous avez combien d'employés? Vous avez combien de personnes? En local, un vendeur, puisque moi, je ne fais plus que gérer la franchise. Oui, vous n'avez plus d'employés, vous avez dit. Donc vous avez exactement. J'ai un vendeur. Donc, un partenaire marketing. Tout à fait. Un salarié. Non, j'ai des salariés. Un salarié quand même. Entre la franchise et Cuisine Vénidum Périgueux, on est 6. Mais pour Périgueux, encore une fois, puisque c'est le business model des cuisines Vénidum, on a un salarié qui vend des cuisines à Périgueux. Il est là depuis 3 ans à peu près. Notre poseur, c'était un de mes anciens salariés poseurs qui a créé sa société et que je refais travailler puisque je prône l'entrepreneuriat. Donc il a créé sa société. Je dis écoute, Jérôme, je te salue d'ailleurs au passage. Je continue à le faire bosser. Un salarié vendeur et on a 5 personnes qui s'occupent de marketing, communication, comptabilité pour gérer leur réseau de franchise. D'accord. Et vous avez, je suppose, un foyer, une équipe d'artisans proches de vous pour aller mettre en place. Comment vous avez trouvé vos artisans? Comment vous les sélectionnez? Ça fait 13 ans que je suis adhérent à la Fédération française du bâtiment. D'accord. Je fais beaucoup de réunions, j'aime beaucoup cette fédération syndicale. Encore une fois, le social, on va voir les gens. Exactement.
elles sont sympas, les réunions à la FEB, on est du bâtiment, on boit beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et non, mais au-delà de ça... mais non, mais on discute, on se forme. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Ils nous font des réunions, des formations. Il y a le club des jeunes dirigeants où on apprend beaucoup aussi. Et c'est ce que je dis à tous mes franchisés. Allez dans vos fédérations locales. Je paye même au niveau national pour chaque franchisé pour qu'ils puissent bénéficier des conseils juridiques, du réseau de la FFB, parce que je trouve ça vraiment bien. Et donc oui, trouver des artisans locaux via la FFB, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Et dans le modèle, donc business model local, là, ces artisans avec qui vous travaillez, c'est un système de commissionnement, comment ça fonctionne? Pas du tout. Pas du tout. Donc propriété de clientèle, je suppose, non concurrence. Non, quand vous envoyez un artisan mettre quelqu'un quelque part, c'est votre client à vous, c'est pas le sien. Alors, on peut, par exemple, si j'ai un chantier cuisine et me dit, bah tiens, j'ai une modification de plomberie, une modification de placo et de la peinture à faire, j'envoie toujours vers 2 ou 3 artisans. D'accord. Parce que si on ne conseille qu'un seul, ça peut être aussi un problème pour nous. Ça m'est arrivé. Ça, c'est de la mise en relation classique. Exactement, c'est de la mise en relation. Il n'y a pas de commissionnement. Dans le bâtiment, ça a toujours fonctionné comme ça. Vous vendez une cuisine, vous avez un chèque, grosso modo, à 5 chiffres peut-être, là, donc il va falloir envoyer des gens l'implémenter. Là, par contre, vous avez... Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il me dit, est-ce que vous connaissez un plombier? Je dis, bien sûr, je vais vous en donner 2-3, puisque la disponibilité des plombiers, elle n'est pas toujours évidente. Donc, je donne des numéros de plombiers. Et après, c'est eux qui gèrent leur entreprise. Je leur demande rien, ils me demandent rien. L'autre avantage, c'est que le plombier, vu que j'ai pensé à lui, demain, s'il me dit, tiens, vous connaissez un bon cuisiniste, il va penser à moi. D'accord. Il n'y a pas du tout d'échange. Vraiment pas. D'accord. Donc, avec d'autres prestataires comme... Il n'y a pas de non-concurrence, il n'y a pas de propriété de clientèle. Si jamais la personne recontacte l'artisan 5 ans plus tard pour un nouveau contrat, passe pas par vous, il va à l'artisan. Tout à fait. D'accord. C'est la mise en relation. Et qui c'est qui paye l'artisan? C'est vous ou c'est le client? Ça dépend des fois. Il y a des clients qui apprécient avoir une gestion globale par un interlocuteur. Quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi ils ne vont pas directement voir l'artisan à ce compte-là? En fait, c'est qu'il faut être disponible. C'est-à-dire que le rendez-vous, s'ils veulent faire 2 devis, 3 devis pour le plombier, le peintre, etc., moi, je peux m'occuper de tout. Mais dans ce cas-là, je viens maître d'œuvre, et là, je vais prendre un petit commissionnement, puisque je génère du chiffre d'affaires via les travaux de plomberie, les travaux d'électricité, etc. Et je fais de la maîtrise d'œuvre de chantier, où je lui dis à l'électricien, tu mets ça là, tu mets ça là. D'accord. Le modèle commercial, c'est à la fois le client final qui paye vos travaux, votre expertise, votre analyse, et c'est aussi l'artisan qui fait, parce que vous êtes apporteur d'affaires, et puis vous êtes maître d'œuvre en fait. C'est ça. C'est un risque supplémentaire. D'accord. Bien sûr. Ok. Non, mais là, comme ça, on voit bien le concept. Ok. Et au niveau franchise, être franchisé Venidum, ça se fait comment? Eh ben, le plus simple, c'est de m'appeler. Ouais. Au-delà de ça, toute personne qui est du milieu ou non, on a des personnes qui étaient assistantes maternelles, pâtissier pendant 12 ans, mon tout premier franchisé était pâtissier. On demande un apport, évidemment, comme tout créateur d'entreprise, il faut un peu d'argent. On demande entre 17 500 et 20 000 euros pour aller voir le banquier. Ensuite, on investit dans le camion-magasin, l'exposition à l'intérieur, la formation, le droit d'entrée, le pack communication, en gros. C'est ce que vous apportez, d'accord. Vous apportez ces éléments-là, d'accord. Tout le concept coûte 95 000 euros. Je l'évoquais tout à l'heure, un magasin de cuisine, c'est entre 500 et 700 000. D'accord. 95 000 euros, il a tout pour travailler, le PC, tout est inclus dedans. Donc le logiciel, pour 95 000 euros, il y a le logiciel, l'ordinateur, la camionnette équipée. C'est ça. La façon de faire, la méthodologie, le savoir-faire, la mise en contact avec vous, et l'accompagnement, je suppose, durant la phase de lancement. Bien sûr, il y a une formation de 5 semaines in situ à Périgueux, à Coligny-Chamay. D'ailleurs, depuis quelques temps, on est à Cré-Vallée. D'accord. Très content, on a fait un bel écrin pour recevoir nos franchisés, vus depuis l'autoroute, et on les reçoit pendant 5 semaines à Périgueux. Et ensuite, nous, pendant une semaine, mon équipe et moi, on est là au démarrage de leur business. Ok, la franchise, c'est un renouvellement ou c'est un one-shot pour rentrer? Non, c'est un contrat de 7 ans. D'accord. Il reste 7 ans, et donc ils créent leur business, ils le développent, et on l'évoquait tout à l'heure aussi, ils peuvent vendre leur franchise. Là, j'ai un candidat à la franchise qui va venir en novembre, il me dit, moi je veux faire un contrat, et je veux la revendre après ma boîte. Est-ce que c'est possible? Je dis, bien sûr, c'est votre entreprise. Bien sûr. Vous pouvez revendre votre entreprise, qu'elle soit franchisée ou non. La seule chose, c'est qu'ils sont en accord avec les valeurs, donc je devrais le recevoir et dire oui, c'est quelqu'un qui correspond aux valeurs de Venidum ou pas. Mais c'est une entreprise comme une autre, une franchise. Mais à 95 000 pour rentrer, ils doivent rester durant 7 ans. Je veux dire, il y a des choses qui se passent ensuite durant les 7 années supplémentaires où, en fait,
Que signifie cette durée de 7 ans ? Il y a des formations au long cours, c'est-à-dire que chaque nouveau modèle, on a des séminaires, des formations, des réunions régionales. Ils sont en contact avec les personnes de la communication chez nous. Tiens, Noémie, est-ce que tu peux nous créer tel flyer ? Tiens, Noémie, j'ai la foire à la saucisse. Est-ce que je peux, sur les réseaux sociaux, publier ça et ça et ça ? Il y a du genre. D'accord, vous avez un bureau de com. Oui. Non, il faut le dire. Donc, quand on est franchisé chez Venidom, on bénéficie du bureau de com que vous avez mis en place, l'accompagnement en permanence. Tout à fait, tous les jours. Ils sont là tous les jours, de 8h30 à 17h30, pour répondre à leurs questions. Et on ne paye plus rien après. On paye pour rentrer, on ne paye plus rien après. J'allais le dire. C'est ce qu'on appelle les royalties et la redevance communication. On a des royalties la première année de 3,5%, à partir du 13e mois, 4% du chiffre d'affaires, et 1% pour la pub nationale, où justement on a le salaire de Noémie, tout ce qui est communication. On a une attachée de presse à Paris, je l'évoquais tout à l'heure. Oui, parce qu'on vous a vu sur BFM, Europe 1, un certain nombre de médias nationaux. Et ça aussi, c'est bénéfique pour les franchisés, puisqu'ils ont des articles, des mises en avant, etc. C'est une vraie franchise. C'est pas, ok, je rentre et c'est pas ce qu'on appelle une licence de droit, une licence de marque, pardon, où on achète un concept et il y a une marque, et derrière, c'est démerde-toi. C'est non, là, tous les jours, on a notre directeur de réseau, moi, les services communication, on a un service juridique aussi s'ils ont des questions. C'est l'intérêt, c'est qu'ils sont. Et comment se portent vos franchisés ? Ils se portent bien ? Vous n'avez pas eu de dépôt de bilan dans votre parcours ? Au contraire, vous voyez déjà en expansion ? C'est-à-dire que vous avez combien de franchisés, m'avez dit actuellement ? On est 21 aujourd'hui. 21. Comment se portent-ils ? Ça va, le concept, exactement ce que je disais tout à l'heure, les gros maigrissent, les maigres meurent. Nous, on est moins gros que les autres, parce qu'on n'a pas de magasin, mais par contre, on est beaucoup plus agile. Bien sûr. Vous vous déplacez, donc forcément, on est agile. Vous adaptez beaucoup plus, bien sûr. Au-delà de ça, on a moins de charges. Donc forcément, on doit vendre moins de cuisine pour gagner notre vie. On n'est pas obligé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de faire 1 million, 1,2 million ou 2 millions, comme font certains magasins de cuisine, pour atteindre la rentabilité. On a notre franchisé à Dunkerque qui est arrivé il y a 1 an et demi. Il fait 380 000 € en année 1. Il va très très bien. Il vient d'embaucher sa femme pour l'aider, et c'était vraiment son projet. Il me dit, je pensais pas que ça allait aussi vite, mais il est ravi. Il a pu embaucher sa femme. D'autres qui fonctionnent très très bien en Rhône-Alpes. Investir dans les cuisines Venidom, c'est pas une boîte à perte, c'est un investissement qui fructifie. Vous voyez que ceux qui viennent chez vous, vraiment. Oui, si vous bossez. Bien sûr. Malheureusement, partout, certains ont fermé. Ils m'ont dit, je peux pas les prospecter parce qu'il pleut. Je dis bon. C'est dommage. Après, c'est Darwin. Voilà. On s'égare. Bon, on s'égare un petit peu. Non, il y a une réalité, malheureusement, je suis désolé, le système de l'entrepreneuriat, c'est aussi une réalité cruelle qui existe. D'ailleurs, tiens, vos parents, de manière environnement socio-économique, là, vos parents étaient entrepreneurs ? Pas du tout. D'accord. Mon père Donc, vous avez découvert ce que c'est que l'administration française, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est des choses que vous avez apprises sur le terrain, vous aviez une culture d'origine ? Sur le terrain, oui, évidemment, parce que c'est la meilleure des expériences. Mon père est chauffeur poids lourd, mais il a tenté plein d'aventures entrepreneuriales. Et c'est ça qui est top. Il a eu beaucoup d'idées. Il a tenté d'aventures entrepreneuriales. Vous aviez déjà un modèle regard dont vous ne découvriez pas. Ah non. D'accord. Non, moi je me souviens très bien, on allait à Barbès, il avait créé un peu l'équivalent des Tupperware, mais pour vendre des sous-vêtements. Et avec des groupes de femmes, etc. Et on allait à Barbès chercher des produits. Donc vous aviez déjà la culture entrepreneuriat à domicile, l'entrepreneuriat française qui est assez particulière. Et malgré cela, votre première expérience... Maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai. Et pourtant, vous êtes passé par une phase d'apprentissage de plusieurs années avant de faire ça. Ah oui, exactement. D'accord, ok. Oui, donc on imagine ceux qui n'ont pas la culture d'entrepreneuriat et de l'administration, le temps qu'ils perdent. Vous avez l'impression, vous, que le système scolaire, la France, vous a préparé à être entrepreneur ? Vraiment pas. Non, malheureusement. Allez-y, vous avez 2 heures. Ouais. non, plaisanterie mise à part, on l'apprend sur le tas, même il faut s'intéresser, savoir ce qu'est l'IS, puis la France aime les acronymes, l'IS, la CFE, l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises, tous ces acronymes barbares font qu'on est obligé de s'intéresser à ça. C'est dans notre intérêt. Donc ceux qui le découvrent, tant mieux, et ils doivent se former au long cours. Ceux qui sont préparés en amont parce que ils ont eu des pères entrepreneurs ou des mamans d'ailleurs, parce que ça existe, l'entrepreneuriat au féminin, c'est du positif. Mais encore une fois, rien. Et quand Michel Barnier dit allez, monsieur Gérard, il faut payer un peu pour nous, là, vous lui répondez quoi ? On payera. On se démerdera toujours. On a toujours des solutions. Un entrepreneur a toujours des solutions. C'est beau. Et ça vient de Dordogne, ça vient de chez nous, ça vient de Périgord. C'est une réussite nationale. Monsieur Maxime Gérard, merci beaucoup. Merci à vous. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.